Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Mmh. Nadia Rassa Moeli et donc dans un premier temps aussi, on va aborder pour commencer ton livre qui est disponible sur Amazon. Et si c'était une candidose, à part Amazon, où est-ce qu'on pourrait se le procurer? Oui, oui, on peut le trouver sur le site de la Fnac, sur le site de l'éditeur, Le Duc et ouais, il y a d'autres sites effectivement, des librairies, en ligne, hein. Et puis après tu peux les trouver aussi dans ta librairie, de quartier. Il faut juste qu'ils commandent le livre à l'éditeur, mais voilà, c'est possible aussi de se le faire commander, dans sa librairie. Alors, ce qui est intéressant, donc cet ouvrage donne les clés pour diagnostiquer et éliminer la candidose de façon naturelle, efficace, durable, en seulement 5 étapes. Et donc ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? En fait, le sujet de la candidose, c'est un sujet, c'est une thématique qu'on aborde très rapidement, en naturopathie. Et parce que ce sont, des situations, de troubles chroniques que l'on va souvent, rencontrer chez les personnes qui viennent nous consulter, mais qui sont malheureusement mal diagnostiquées. Donc c'est vrai que comme c'est les médecins ne connaissent pas la candidose, ou alors s'ils connaissent la candidose, c'est uniquement une candidose localisée comme, le muguet en fait, hein, la candidose buccale. Donc s'ils voient effectivement une langue blanche, très caractéristique, bah, ils vont parler de candidose buccale ou de muguet. Mais par contre, ils ne connaissent pas la candidose, digestive, la candidose intestinale. Et donc, bah, comme ils ne la connaissent pas et qu'ils ne connaissent pas non plus les symptômes qui sont finalement des symptômes qui sont, bah, contrairement à la mycose, visible qu'on peut voir qu'ils peuvent voir dans la bouche, les autres symptômes de la candidose sont des symptômes, aspécifiques. Enfin, pas spécifiques de la candidose, mais qu'on peut trouver, dans eux, ce qu'ils vont identifier comme l'intestin irritable, colopathie fonctionnelle et cetera, mais avec d'autres symptômes extradigestifs. Et donc c'est pour ça que, bah, nous, en naturopathie, on prend plus, on considère plus ce justement cette candidose, et qui est justement sous-estimée, sous-diagnostiquée. Et donc bah, j'avais écrit des articles sur le sujet, et l'éditeur m'a demandé, voilà, c'était une commande d'éditeur, on m'a demandé d'écrire un livre sur le sujet. Yes. Donc les 5 étapes: préparer les organes qui permet l'évacuation des déchets organiques. Étape 2: assainir la flore intestinale. Étape 3: préparer la muqueuse intestinale. Étape 4: rééquilibrer la flore. Et la cinquième: renforcer l'immunité. S'il y a quelqu'un qui nous regarde ce soir, comment ils peuvent rentrer en contact avec toi? Est-ce que tu fais des consultations à distance? Est-ce que tu peux les dire comment tu fonctionnes? Oui, tout à fait, bah, la prise de rendez-vous se fait, uniquement sur mon site internet. Je ne prends pas d'appels téléphoniques parce que je suis débordée. J'ai encore, 2-3 gros projets sur le feu là, en cours, qui me prennent énormément de temps. Donc j'assure quand même les consultations, mais c'est vrai que je ne peux pas me permettre de prendre des appels téléphoniques. Tout est indiqué sur mon site internet, comment je fonctionne, comment je suis formée, donc les gens ont vraiment un maximum d'infos sur le site. Et par contre, la prise de rendez-vous, elle se fait directement sur mon agenda en ligne. Et donc ça peut être, soit effectivement, en cabinet, mais la plupart du temps, étant donné ma spécialité sur le microbiote, c'est des consultations en visio, hein, puisque les gens me consultent aussi, du monde entier. J'ai des étrangers aussi, hein, des Américains, des gens d'autres pays qui me consultent. Je peux faire les consultations en anglais, donc en visio. Voilà, tout à fait. OK, merci pour ces précisions et si les personnes sont intéressées de rentrer en contact avec toi, de toute façon, vous allez retrouver le lien en descriptif, son site internet, vous allez le trouver en lien en dessous de la vidéo. Hem, donc la naturopathie, c'est, d'après l'OMS, une médecine traditionnelle, «ancestrale» entre guillemets.
C'est une médecine traditionnelle, européenne, au même titre que les médecines, traditionnelles, donc ancestrales, que tu vas trouver, en Inde, donc l'Ayurveda ou en Chine, la médecine traditionnelle chinoise ou au Tibet, la médecine tibétaine. En fait, chaque pays, a sa médecine, traditionnelle ancestrale et puis, ben, nous, en Europe, on a une culture ancestrale, au niveau médical, très portée sur la phyto, en fait, sur les plantes médicinales et donc la naturopathie, est garante, en fait, finalement, de cet héritage, médicinal, et elle prend en compte, notamment, voilà, si on la met en parallèle de la médecine, conventionnelle, actuelle, moderne, elle prend en compte l'individu dans sa globalité, pour évaluer son état de vitalité et de bien-être et donc c'est pas seulement, une question organique, c'est qu'on prend aussi en considération la situation émotionnelle de la personne, énergétique éventuellement, spirituelle, autant que physique, finalement, puisque pour nous, c'est un système global, hein. On parle de médecine holistique, et on considère, l'être humain dans sa globalité, l'être vivant, en fait, dans sa globalité, avec ses différentes dimensions qui, vont impacter sa vitalité et son énergie et son bien-être. Et on va utiliser des moyens naturels, hygiénistes pour justement relancer si jamais la personne, est en besoin justement de relance au niveau de sa vitalité, de son énergie ou du bien-être et ben, on va utiliser des moyens naturels pour faire en sorte que le corps, retrouve, son sa situation optimale de vitalité, d'énergie et de bien-être. Alors, moi, j'aurais une question par rapport à la naturopathie. Ben, en fait, si il ça, c'est vraiment l'histoire de la médecine, en Europe, j'ai envie de dire. L'évolution de la médecine, et qui a beaucoup été influencée par le développement industriel et le développement, notamment des grandes industries comme l'industrie, pharmaceutique. Donc c'est plutôt une avancée en termes de progrès médicale, hein, quand tu regardes, l'évolution de l'humanité finalement, d'avoir eu accès effectivement à des médicaments qui ont permis d'éradiquer tout un tas de maladies, mortelles et ainsi d'augmenter, l'espérance de vie. Mais, le problème, c'est que ça s'est fait au détriment, de cette médecine traditionnelle qui, elle, est plus, une médecine de prévention, en fait, finalement, hein. C'est comme, la médecine chinoise, je ne sais pas si tu sais, mais la médecine traditionnelle chinoise, le médecin traditionnel chinois, il n'est payé, que quand, il doit maintenir la personne en santé. Donc tant que la personne, si la personne tombe malade, lui n'est pas payé. C'est vraiment, nous l'objectif, c'est que la personne, elle soit en bonne santé et que, elle ne tombe pas malade et encore moins gravement malade. Et puis, donc c'est pas comment dire? Par rapport à l'évolution de la société, où, bah, les êtres humains ont été exposés, à, bah, de plus en plus de toxiques, environnementales et donc la santé finalement, a été impactée par cette évolution industrielle, hein, notamment, bah, l'évolution de l'industrie agroalimentaire où, ben, on a commencé à consommer des produits qui étaient finalement moins adaptés, à notre vitalité, à notre bien-être, hein, les produits transformés et cetera et cetera. Donc petit à petit, notre santé s'est détériorée. En parallèle, l'industrie pharmaceutique a explosé. C'est une des industries dans le monde, c'est la plus florissante, industrie, dans le monde. Et donc l'un dans l'autre, on avait plus de malades, plus de médicaments et finalement, ben, on a mis de côté le côté, prévention, le côté, voilà, hygiéniste, l'utilisation de «médecine douce» entre guillemets, au profit de, bah, voilà, de médicaments d'urgence pour, des pathologies de plus en plus graves, donc c'est plus, dans ce sens où
petit à petit, plus cette médecine, heu «technologique» entre guillemets et cette industrie, pharmaceutique s'est développée et a pris de la place et moins on a visibilisé en fait cette médecine ancestrale qui était là, qui a toujours été là en fait finalement. Et quand, donc là, alors c'est surtout avec le covid, mais il y a eu un engouement justement on s'est intéressé un peu plus à, bah, comment le corps fonctionne. Ah oui, les plantes médicinales, ah oui, les huiles essentielles, Tout à fait, ouais. qui voilà, qui, ont leurs propriétés, médicinales et thérapeutiques ont été déjà, prouvées et on a commencé à s'y intéresser et là, on commence à depuis quelques années effectivement, il y a, une meilleure visibilité de ces métiers-là, mais comme on dit, hein, plus il y a de visibilité sur, quelque chose ou quelqu'un et plus potentiellement effectivement, il peut y avoir d'attaques ou comme tu dis voilà de de méconnaissance et de non reconnaissance en fait de ces médecines-là. Tu dis souvent que tu travailles en collaboration avec les médecins traditionnels. Et toi, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que tu vois qui se fait de plus en plus ou plutôt, en contraire, c'est quelque chose d'isolé, que c'est pas assez, élargi? Comment tu vois ces choses? Bah, oui, pour nous, c'est jamais suffisamment, connu et jamais suffisamment pratiqué, mais oui, moi, j'ai vraiment alors depuis le temps que je pratique, hein, j'ai vraiment, l'impression que, ça se fait de plus en plus, hein, c'est de la médecine intégrative, en fait, hein. C'est intégrer, tout un tas de pratiques, heu, pour le pour le bien-être, du patient, hein, au final, et pour exemple, c'est le nombre croissant de médecins que je croise en formation, qui se forment à la médecine fonctionnelle, en fait. Comme le professeur Imbert qui était très intéressé justement, et qui lui, bah, voilà, il baigne maintenant, il est entouré de praticiens fonctionnels et donc il est, vraiment, ouvert et il pratique, j'imagine lui-même aussi. Mais voilà, je constate qu'il y a de plus en plus de médecins qui se forment et pour les médecins qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas le temps, voilà, de se former, malgré tout, je rencontre aussi des médecins, qui sont ouverts, hein, qui s'y intéressent, qui prêtent attention à cette pratique, hein, à la naturopathie, à la pratique fonctionnelle et même, certains médecins qui n'y connaissent rien, mais qui envoient quand même, parce qu'ils ont entendu que ça avait aidé, tel ou tel patient, à eux et ben, envoient, d'eux-mêmes des gens, vers des naturopathes, en fait. Mmh. Bah, en fait, chez les naturopathes, oui, on peut dire que c'est un peu la même chose, mais c'est dans le sens où, c'est plus que, chaque praticien par rapport à son vécu, à son expérience, à ses centres d'intérêt, va potentiellement se spécialiser sur, certains troubles. Voilà, certains troubles ou, certaines, voilà, certains domaines, et donc ça, c'est un choix, en fait, finalement, hein. C'est pas quelque chose qu'on choisit quand on entre dans une formation de naturopathie. On peut avoir une idée de: «Ah bah oui, moi, après, j'aimerais bien me spécialiser, dans tel ou tel, domaine, enfin, tel, type d'accompagnement». Mais oui, la plupart, oui, en tout cas, beaucoup de praticiens, beaucoup de naturopathes ont choisi de se spécialiser. Certains dans la gestion du stress, d'autres dans les massages, d'autres dans l'accompagnement de la femme, certains dans le ils sont encore plus spécifiques dans la thyroïde, voilà, donc vraiment un organe en particulier, même si finalement on est formé globalement et puis après effectivement on peut se spécialiser par, voilà, comme je disais, par affinité, par intérêt ou par, vécu, en fait, par expérience. Mmh. D'accord. Alors, tu as une formation d'ingénieur et scientifique. Qu'est-ce que cette rigueur t'apporte aujourd'hui, dans ta pratique de la naturopathie? Heu, Bah, en fait, quand je me suis formée en naturopathie, effectivement, c'est plutôt, on a plutôt des outils, assez, comment dire? J'allais dire rudimentaires par rapport à ma pratique actuelle maintenant, mais on se base sur et
On n'oublie pas ça, hein, c'est vraiment principalement, ce qui doit nous intéresser, c'est la clinique et ensuite l'anamnèse. Donc la clinique, c'est vraiment, bah, quels sont les troubles, les symptômes ou les troubles pour lesquels, les personnes viennent nous consulter et ensuite l'anamnèse, c'est vraiment remonter le fil de l'histoire, voir, de leur histoire, voire de leur histoire transgénérationnelle pour comprendre pourquoi, à un moment donné, ils se sont retrouvés dans un état de déséquilibre et pour ça, ben, on leur pose des questions sur leurs antécédents, leur histoire, physique, organique, émotionnelle, tout ce qui s'est passé dans leur vie jusqu'à, le moment, le jour, aujourd'hui où ils viennent nous consulter et pour nous permettre de faire des hypothèses, en fait, sur qu'est-ce qui a bien pu se passer, qui dérègle leur système global, qui font que, bah, au moment où ils viennent nous consulter, ils ont développé des symptômes. Donc ça, la pratique naturopathique, c'est ça. On se base vraiment sur, l'état. C'est pour ça qu'on dit on fait un bilan de vitalité de la personne pour savoir où est-ce qu'elle en est et l'anamnèse nous permet potentiellement de poser des hypothèses pour comprendre pourquoi elle en est arrivée là. En pratique fonctionnelle, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on a appris à utiliser la biologie, les marqueurs biologiques en fait, hein, les bilans, qu'on appelle des bilans nutritionnels et fonctionnels, pour, factuellement observer et identifier des déséquilibres nutritionnels et fonctionnels. Donc soit des carences, voilà, soit des fonctions de l'organisme qui sont pas optimisées, même si, on est dans les «normes labo» entre guillemets. Voilà, la pratique fonctionnelle nous a appris ça. Donc ça, c'est vraiment, plus, plus technique, on va dire, que la manière classique de pratiquer en naturopathie et puis ensuite, on a aussi été formés justement sur, les outils ensuite qu'on peut utiliser pour rééquilibrer ce système, corriger les carences et cetera et quand on est formé en médecine fonctionnelle ou en nutrithérapie et bien tous ces outils-là, nous ce sont des outils qui ont été validés par, des études scientifiques en fait, finalement. Tous les outils qu'on va utiliser, ce sont des outils qui ont été validés par des études scientifiques, donc par la recherche et donc qui nous permet de dire que, ben, il y a eu telle étude clinique qui a prouvé que tel nutriment, par exemple, pouvait améliorer tel marqueur biologique ou métabolique et donc sur cette base-là, nous, c'est des outils, bah, qu'on peut, utiliser. Donc la science, c'est là qu'elle intervient. Dans la partie, donc plus dans la partie fonctionnelle et nutrithérapie. En naturopathie classique, c'est vrai que c'est pas des outils qu'on utilise, en fait. Donc là, mon parcours scientifique, plus, bah, la formation, la manière, dont on a été formé en pratique fonctionnelle ou en nutrithérapie, c'est justement de se baser toujours sur, ce que dit la science, ce que disent les études, et donc c'est, aller chercher l'information en fait, aller chercher l'information, de ce que dit la recherche. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner justement un exemple, d'un outil que tu vas utiliser? Bah, alors un des premiers outils qu'on utilise, c'est, donc si on veut aller chercher ce que dit la science, c'est PubMed. C'est un site, public où on a toutes les publications, scientifiques, tu mets le mot-clé sur ce que tu cherches, à vérifier en fait et donc tu as la liste des études qui sortent, et sinon il y a Google Scholar qui est un peu plus éducatif, voilà plus, universitaire académique j'ai envie de dire, mais voilà PubMed c'est, le site de référence pour, aller chercher les publications scientifiques en fait, hein, les études. D'accord et puis je suppose qu'il y a aussi l'expérience après, qui rentre en Heu compte aussi? Oui, oui, tout à fait, puisqu'après une fois que voilà, une fois qu'on a acquis, des connaissances et que bon, bah, là, voilà, on a des outils, mais c'est vrai que ça nous permet d'évoluer en fait, notre domaine, de nutrithérapie, de pratique fonctionnelle et même la naturopathie du coup évolue, hein, parce que voilà, grâce à la pratique fonctionnelle, on voit une évolution de la naturopathie. Alors certains vont dire qu'ils font de la naturopathie scientifique, d'autres vont dire qu'ils font de la naturopathie fonctionnelle, pour dire que c'est encore un step, voilà, plus «scientifique» entre guillemets que, la formation de base,
hygiéniste, on va dire, mais la formation de base, de naturopathie, qu'on peut avoir dans les écoles de naturopathie classiques. Mais certaines écoles intègrent des nouvelles écoles, des toutes jeunes écoles intègrent ce volet fonctionnel, en fait. Hem, donc oui, voilà. OK. À quel moment as-tu compris, que les médecines naturelles pouvaient être aussi puissantes que les approches conventionnelles? C'est pas tant d'être, aussi puissante, c'est, de savoir ce qu'on attend et ce qu'on cherche, en fait. Si je pars de mon expérience, moi, intuitivement, alors je connaissais pas la naturopathie à l'époque, hein, quand j'ai mis le pied un petit peu dans le que je suis sortie de la médecine conventionnelle et que j'ai un peu, de manière hasardeuse, expérimenté les «médecines douces» entre guillemets, et dans les médecines douces, il y a plein de choses, hein. Tu parlais des huiles essentielles, donc l'aromathérapie, mais il y a la phytothérapie, donc les plantes médicinales, il y a l'homéopathie, après il y a toutes les techniques énergétiques, il y a les massages et cetera. Tout ça, ça fait partie en fait de la naturopathie, de la des médecines douces. Hem et donc moi en fait, c'était plus, une intuition qu'effectivement il y avait autre chose, hem comment dire? Pour, retrouver un état d'équilibre au niveau de ma santé, j'avais une intuition qu'il y avait autre chose, que mon corps savait faire, que pourrait faire autrement pour, revenir à un état d'équilibre, en fait. Ça, c'était vraiment intuitif, autrement que de prendre des médicaments, de prendre des choses, trop fortes, et c'est une réflexion que moi j'ai eue, mais c'est vrai que quand on est habitué depuis petit, et ça, c'est dans toutes les familles, hein. Ah, bah, tiens, tu mal à la tête, prends un Doliprane. Ah, tu une petite infection, prends un antibiotique. Voilà, le médicament un peu systématique pour le petit bobo. Bah, au final, le donc ça, c'est si on n'a pas cette réflexion de se dire: «Ah mais mon corps peut faire sans que j'ai besoin d'utiliser de la chimie pour des petits bobos» entre guillemets, on c'est ça, en fait. C'est cette réflexion-là qui m'a amenée, en fait, à, m'intéresser, voilà, ou en tout cas regarder ce que proposaient les médecines douces. Donc médecine douce dans le sens moins violent en fait que, potentiellement de la chimie qu'on va prendre comme des petits bonbons et qui, vont finalement, à force, si on les prend comme des petits bonbons, vont impacter notre organisme en fait, hein. Donc c'est pas que c'est plus puissant, c'est que c'est une autre démarche, et ça dépend dans quel, voilà, de quoi on parle, hein. Oui, Par exemple, si on parle, d'une, voilà, d'une, de comment dire? De situation avec un caractère d'urgence parce que, voilà, je me suis coupée avec, un clou rouillé ou, bah, là, il faut de l'urgence. Donc sur des situations d'urgence, on a les médicaments qui permettent justement de gérer ces situations d'urgence. Mais, la plupart du temps, quand on utilise des médicaments, on n'est pas sur des situations d'urgence, en fait, et nous en médecine douce, hem, on a des outils qui nous permettent, heu, d'agir, de rééquilibrer et de remettre en état, optimal de fonctionnement un organisme qui aurait, voilà, des dysfonctionnements et donc des symptômes et des troubles, de manière, complètement, naturelle. Alors certes, ça sera peut-être pas aussi rapide, mais ça sera avec des effets, beaucoup moins délétères sur l'organisme, hein, et voilà, avec les mêmes résultats au final. Donc on va peut-être pas, aller aussi vite qu'un médicament, mais par contre on sera beaucoup plus respectueux de l'organisme, et puis de l'environnement aussi, hein, puisqu'on n'utilisera pas de chimie, on va utiliser des choses naturelles, donc c'est beaucoup plus écologique pour l'organisme et pour l'environnement, en fait, finalement. Donc la puissance, elle est là. Elle est dans le fait que j'arrive au même endroit qu'avec, potentiellement des médicaments, et encore, hein, on n'agit pas du tout sur les mêmes choses, donc on n'arrive jamais au même endroit. Nous, ce qu'on cherche, c'est arriver à un endroit, heu, physiologiquement équilibré, dans un état d'homéostasie, complet. Les médicaments vont juste cacher les symptômes, en fait. Donc cet oui, état d'équilibre total et d'homéostasie complète, on l'atteint pas, on l'atteint pas avec des médicaments. Donc c'est en ce sens-là qu'effectivement la naturopathie est plus puissante parce qu'on va beaucoup plus loin, peut-être moins rapidement,
On va pas, se débarrasser de nos symptômes comme ça, parce qu'on cherche pas à les cacher. Mais par contre, c'est beaucoup plus durable et c'est en là que c'est en ça que c'est peut-être plus puissant, c'est que derrière, bah, une fois qu'on a rééquilibré et qu'on sait comment maintenir cet équilibre, bah, on sera plus jamais embêté, en fait. Et est-ce que tu as eu pour, t'améliorer dans ton domaine, d'aller, te perfectionner à l'étranger? En l'occurrence, tu as on a parlé de la Chine, mais tu as d'autres pays comme l'Inde. Ah, c'est super ta question, mais non, j'ai envie de dire pas encore. Pas encore? Pas encore parce que oui, bon, bah, je suis pas encore trop vieille et donc j'espère bien faire comme, une de mes mentors, Danielle Boussard, hein, une ponte en naturopathie, partir, un jour en Inde effectivement pour apprendre l'ayurveda et pourquoi pas, partir en Chine pour apprendre la médecine chinoise, hein, j'ai pas de limite moi, tout m'intéresse aussi. Donc oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Alors maintenant, on peut se former, en tout cas sur ma spécialité, sur le microbiote, on a la chance de pouvoir se former en distanciel. Donc moi, j'ai fait beaucoup de formations en distanciel, voilà, dont, une vraiment, la for une des formations les plus importantes sur ma partie, sur le microbiote, avec un Australien. Donc on était en décalé, donc j'avais pas droit, moi, aux sessions live, j'avais droit qu'aux replays. Voilà, je me contentais des replays, je pouvais quand même poser mes questions, voilà, il y répondait, en live et j'avais le les la réponse, après, avec le replay. Mais oui, on a cette chance-là de pouvoir, accéder à des pointures, des experts internationaux grâce à la visio. Alors par contre, il faut parler anglais. Ça et si on veut vraiment, comment dire? Développer vraiment ses compétences, c'est impératif de parler anglais parce que de toute façon les publications scientifiques, elles sont en anglais, en fait. Donc Ouais. si on veut être un petit peu, voilà, à la pointe, on est obligé de parler anglais. Mmh. Ou Oui, sinon puis tu as on attend que les laboratoires de compléments alimentaires qui ont des, départements de recherche et développement, eux, ils font de la veille, ils font de la veille scientifique justement et donc ben, on a un petit décalage et on reçoit des informations, si on n'a pas le temps de se mettre à jour, ben, on suit les formations des labos. C'est comme ça que la plupart, des praticiens se forment, hein, moi y compris et on attend qu'ils viennent nous donner les dernières nouveautés, les dernières études et ben, eux, pour eux, ça les intéresse pour sortir des nouveaux produits évidemment, commerciaux. Mais en tout cas, ils nous font bénéficier, de leur veille scientifique, en fait, les labos. ouais, puis Mmh. c'est un peu compliqué, pour aller se former, soit en Inde ou en Chine, si on pratique pas l'anglais, ça me paraît un peu compliqué. Ça peut, ouais, ouais. Oui, parce que sur place, effectivement, les enseignements sont en anglais. Donc là, c'est si on veut vraiment développer ce genre de compétences, et d'expertise, il faut se mettre à l'anglais. Alors moi, étant ingénieure, j'étais obligée, hein, quand on est ingénieur, on est obligé de, voilà, de pratiquer l'anglais et quand on fait de la recherche aussi, on est obligé de pratiquer l'anglais. Donc j'avais pas ce problème-là, mais sinon oui, il faut se mettre à l'anglais dans ces cas-là. Yes. Alors, comment expliques-tu, d'un point de vue scientifique, le fait d'avoir éliminé, tes allergies sans médicaments? Je l'explique pas parce que j'ai utilisé l'homéopathie moi, en fait. Je connaissais pas la naturopathie, à l'époque, hein. J'avais 18 ans donc je savais même pas que ça existait la naturopathie. Mais par contre, voilà, j'ai utilisé l'homéopathie. Et l'homéopathie, en fait, voilà, le principe de l'homéopathie, c'est le principe de dilution. C'est un peu comme, comment dire? On va utiliser le poison comme remède sur des toutes petites dilutions et c'est une information vibratoire, en fait, une information que le corps va intégrer pour, finalement, gérer, le symptôme qu'il a développé. Donc voilà, je peux pas te l'expliquer plus mieux que ça, scientifiquement et d'ailleurs, j'ai pas encore fait ma formation, complète en homéopathie donc voilà, mais c'est prévu à un moment donné.
Ça fait 4 ans que c'est prévu, mais bon, ça sera pas pour, cette année. Mais voilà, écoute, donc je sais pas, j'ai pas envie de te dire que c'est que l'homéopathie parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a eu, voilà, il y a peut-être l'effet placebo aussi, j'en sais rien. Il y a eu mon mental qui s'est dit: «Non, mon corps, il va savoir faire, il va», donc il y a peut-être de ça aussi, et ça a pris quelques années quand même. Voilà, pour que je sois vraiment, complètement débarrassée de toutes mes allergies. Alors je dis pas que ça me gratouille pas de temps en temps, par-ci par-là, mais j'ai jamais plus repris un antihistaminique, hein. Je crois que ça fait, oui, c'est ça, ça doit faire, plus de 30 ans que plus de 25 ans que j'ai pas pris d'antihistaminique. Mmh. Yes, puis, c'est vrai que comme tu l'as bien dit, il y a le mental, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est pas le fait que, Oui, quelque chose c'est un ensemble d'éléments qui font que, bah, si tu l'acceptes aussi, le corps, réagit différemment. tout à fait, et puis il faut dire que j'ai entre-temps, je suis devenue végétarienne, mais je crois que ça, c'était quand même après que mes allergies aient quasiment disparu, et j'ai changé d'environnement aussi, donc ce qui fait que peut-être que voilà, ça a perduré parce que j'étais moins exposée au niveau pollution, meilleure qualité de vie, globalement, voilà, c'est plusieurs facteurs, en fait, hein. Mmh. C'est ça. Selon toi, pourquoi la médecine, moderne a-t-elle longtemps sous-estimé l'impact du terrain, du mode de vie? Bah, c'est encore le cas, hein. Moi, j'entends encore, dire, sur des personnes, qui sont clairement en problème métabolique, par exemple, que, bon, l'alimentation, alors de moins en moins, hein, mais, ou des personnes qui ont un cancer, par exemple, que l'alimentation n'a aucun, enfin, que il y a pas de lien avec leur pathologie, en fait. Ça, je l'entends encore, donc, voilà, c'est effectivement, heu, on se dit: «Bon, on est quand même, avec toutes les études qu'on a justement sur la nutrition, et le lien entre la nutrition et la santé». Hem, et puis, bah, comme je te disais, l'évolution de la médecine et surtout par le découpage par spécialité, et puis les médicaments qui sont développés aussi par spécialité, finalement, les médecins, quand ils voient un patient, bah, ils voient, un organe, en fait. Ils voient pas une personne dans sa globalité, et donc c'est ça un petit peu ce qui est dommage dans la manière dont, est enseignée, la médecine, ou en tout cas, la manière d'aborder le patient. C'est qu'effectivement, quelle que soit la spécialité, on devrait prendre en compte, nous, ce qu'on fait en naturopathie, en pratique fonctionnelle, en nutrithérapie, on prend en compte la personne dans sa globalité. On lui pose des questions surtout sur son mode de vie, son état émotionnel, ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, les activités physiques qu'elle fait, comment elle dort, comment elle fait caca, et cetera, et cetera. Ça, on devrait s'y intéresser, quelle que soit la spécialité, quand on est médecin, et malheureusement, c'est devenu très, puis Codifié. voilà, puis c'est très, segmenté, ils ont très peu de temps aussi dans les consultations, donc ils ont pas non plus le temps d'explorer comme nous on explore. On prend, en moyenne, enfin je dis en moyenne, j'allais dire 1 heure, mais non, non, en moyenne c'est 1 heure et demie en fonction des praticiens, pour vraiment comprendre, la personne dans sa globalité, en fait, quand on accompagne une personne. Jamais un médecin ne prendra 1 heure ou 1 heure et demie pour, un classique, j'entends, hein, pas un médecin fonctionnel, oui, il prendra 1 heure, mais un médecin, classique, encore moins un spécialiste ou un généraliste, ne prendrait, autant de temps, et on peut Bah pas oui, ils sont en toujours 5 minutes, pressés on peut déjà pas. déjà, quand tu moi je le vois, hein, quand tu arrives, tu es le premier arrivé et puis tu vois que ton médecin il est déjà en retard, bah, déjà il y a un problème. Et oui, ouais, et c'est pas en 20 minutes qu'on va justement étudier, s'intéresser au terrain et à la C'est manière de ça. vivre de la personne, donc c'est en même temps, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité d'explorer ça, en plus de ne pas avoir été formés à, comprendre pourquoi c'est important et pourquoi ça impacte, quelle que soit leur spécialité, l'état de leurs patients. Mmh. C'est malheureux et c'est triste à la fois.
Et oui, mais oui, parce que beaucoup de patients se sentent pas écoutés, alors Ouais, que bon, bah, ils s'intéressent, donc ils regardent un petit peu, ils s'intéressent à leur pathologie et puis, ben, ils vont voir que: «Ah, j'ai vu qu'il y avait des liens avec l'alimentation» et cetera et de ne pas pouvoir en discuter, en fait, avec le médecin qui les suit sur leur pathologie, c'est très frustrant, en fait, aussi pour les patients. ouais, Autant que pour les médecins, j'imagine, hein, de toute façon. Mmh. c'est ça. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, il y a 30 ans que ça, les médecins, arrivaient chez le patient, hein. Maintenant, ça se fait plus, hein. C'est très Ouais, rare, hein, qu'un ouais. médecin se déplace chez le patient. Mmh. Mmh, mmh mh. Qu'est-ce qui t'a convaincu que la nutrition, micronutrition étaient des piliers incontournables de la santé? Heu, écoute, donc dans toute formation de naturopathie, un module, un cours, sur la nutrition. Alors, dépendant des écoles, ça va être 10 heures, 15 heures, 20 heures, 30 heures de cours sur, toute la formation et donc pendant ce cours-là, en plus, moi, c'était une période où justement, bah, j'étais depuis plusieurs années, végétarienne donc j'avais quand même déjà, je m'intéressais déjà quand même à l'alimentation. J'avoue, je regardais les vidéos de Thierry Casasnovas avant de à ses tout débuts. Je me disais: «Mais c'est qui cet énergumène?» Il était tout maigre et tout, donc j'ai vraiment à ses tout débuts et mais voilà, sur YouTube à l'époque, voilà, ça je voyais effectivement des vidéos sur l'alimentation. Alors moi, je m'intéressais plus au végétarisme pour être sûre que nutritionnellement, je faisais pas de comment dire? J'allais pas me créer des carences, voilà, au niveau des protéines, donc j'ai étudié tout ça. Et quand j'ai eu ce cours en nutrition et nutrithérapie avec le docteur Philippe David, bah, ça a été un petit peu une révélation, quoi. Parce que moi, je m'y intéressais comme ça déjà personnellement pour mes propres besoins nutritionnels et en fait, on a vu encore d'autres choses. On a vu l'impact des oméga 3 sur, l'inflammation dans le corps, le curcuma, tout ce que, les antioxydants, tout ce que les aliments apportaient comme nutriments qui protégeaient l'organisme et qui soutenaient le métabolisme, voilà et c'est à partir de là que je me suis dit: «Ah bah, moi je veux creuser ça» et donc j'ai fait un cursus, complet en nutrithérapie, du coup avec, toujours avec ce docteur Philippe David, donc après ce module, dans ma formation de naturopathie et ensuite j'ai fait un cursus complet aussi de 3 ans avec le docteur Jean-Paul Curtet en nutrithérapie. Mmh. OK, que ton aliment soit ton remède, comment ce principe d'Hippocrate se traduit concrètement dans tes consultations? Et bien, ça fait partie des premières recommandations au niveau de l'alimentation, c'est, bah, conseiller justement, certains types d'aliments, alors en fonction de la personne, hein, puisque toutes les personnes ne peuvent pas, comment dire? Consommer, les mêmes aliments, hein. Certains vont avoir des allergies par exemple, ou des intolérances ou un SIBO, donc mais globalement, en termes de prévention santé, effectivement, donc on va parler lors de la consultation d'alimentation, c'est obligé. On parle pas que de ça, parce que souvent on réduit un petit peu à, la nutrition, l'alimentation. Mais non, il y a vraiment plein de choses comme je disais, il y a l'hydratation, il y a l'activité physique, il y a le sommeil, il y a le stress, tout c chaque cha ce sont des piliers de la naturopathie et chaque pilier a, autant d'importance que l'autre. Mais on parle beaucoup d'alimentation parce qu'on mange, 2-3 fois par jour, ou une fois pour certains. Et donc voilà, c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de place dans notre vie aussi. Et faire les bons choix alimentaires et puis on en entend beaucoup parler, hein, la malbouffe, les produits industriels, les produits ultra transformés, produits transformés. Hem, donc oui, dans les consultations, on parle forcément d'alimentation et donc je vais forcément, parler des alimentations qui ont des bienfaits santé, en fait. Ouais. Justement que j'ai appris à identifier lors de mes formations en nutrithérapie et voilà. Alors, existe-t-il, selon toi, des aliments universellement bénéfiques pour la majorité des gens? Bah, oui, tout à fait, donc on va dire Lesquels? que bah, lesquels, en fait? Il y en a tellement, en fait, finalement. Un aliment, pour qu'il soit bon pour la santé, il faut qu'il soit impérativement brut, c'est-à-dire pas transformé, idéalement.
Et puis, par exemple, si on regarde dans la famille, des végétaux, des légumes, par exemple, des légumes ou des fruits, eh bien, partout dans le monde, tu vas trouver des ali plus l'aliment sera ancestral, en fait, hein, tu vois? Moins enfin, comment dire? Moins manipulé, oui, j'ai envie de dire, au niveau génétique. Plus on est sur une variété, ancestrale, variété ancienne qui a été le moins hybridée, plus on va avoir, et si elles sont toujours existantes, ces variétés-là, on va avoir plus de nutriments, en tout cas, protecteurs. Je prends toujours l'exemple du maïs. Le maïs, tel qu'on le connaît, nous, occidentaux, c'est-à-dire le maïs jaune, c'est un maïs donc qui a déjà été modifié, déjà hybridé, déjà sélectionné, j'imagine pour des rendements en fait, hein, agricoles. Et donc ce maïs jaune, il est homogène, on peut en trouver partout. Sa constitution au niveau, répartition, proportion des acides aminés a un profil plutôt inflammatoire. Alors que et c'est un maïs moderne, alors que quand tu vas, en Amérique du Sud, par exemple, tu vas retrouver, au Pérou, je pense, je me rappelle, voilà, quand j'étais sur un marché au Pérou, tu vas retrouver des variétés anciennes de maïs. Nous, on a la chance d'en avoir une aussi ici au Pays basque, hein, qui a été ramenée par des Basques, d'Amérique du Sud, hein, dans au XVIe siècle, au XVIIe siècle, qui s'appelle le Grand Roux et en fait, ces maïs anciens, ils sont très colorés. Au Pérou, celui que j'avais vu au marché, il était violet, mais violet presque noir et puis Oui, tu vas il y en a avoir même du noir aussi, j'ai vu. ouais, Ils ont noir, rouge, oui, tout à fait, toutes les couleurs, très foncé. oui, En fait, dis-toi bien que plus un aliment est foncé, comme ça, coloré, sur ces couleurs-là, et plus il va contenir, des antioxydants, plus il va être, concentré en antioxydants, en fait. Donc tu vois, pour un même végétal, bah, le fait qu'il soit moderne, hybridé ou qu'il soit d'une variété ancienne, c'est le même aliment. Bon, il a pas la même tête, mais par contre, d'un point de vue santé, ça n'a rien à voir. L'un est inflammatoire, celui que nous on a, partout, alors qu'en version, ancestrale sur sa terre, au en Amérique du Sud, il est ultra anti-inflammatoire, en fait, ouais. antioxydant. Ouais et C'est ça, comme on a pour des la exemples. c'est comme pour la pomme de terre, Voilà. c'est pareil. Le l'oignon. L'oignon, je dis, si vous aimez l'oignon, si vous pouvez le manger, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas encore le digérer, heu, privilégiez sa version colorée, sa version rouge parce que, elle va vous allez bénéficier de plus de quercétine, par exemple. Heu, donc c'est plus intéressant, c'est plus concentré. Mmh. Mais tu vois, c'est assez compliqué de retrouver, surtout en Occident, des produits végétaux anciens. C'est très compliqué. C'est compliqué et en même temps, oui, ça revient, tu vois, par exemple, alors les céréales, on conseille de pas manger trop de céréales, ça c'est pour l'équilibre acido-basique, par exemple. Mais sur les céréales, on voit que, en tout cas chez moi, dans un rayon de 30 kilomètres, il doit y avoir 4 boulangeries qui produisent des pains à base de céréales anciennes, de blé, des variétés anciennes. Donc c'est que, il y a de la demande et que ça se développe en fait, tu vois? Et c'est des boulangeries qui ont ouvert, qui sont récentes en fait, hein. Donc c'est pour dire qu'il y a 10 ans, il y avait pas ces produits de variétés anciennes où je vais le trouver sur le marché, mais c'est assez rare, tu vois? Donc Ouais, pour les autres produits, c'est pareil en fait. Il y a cette banque, comment dire? Cocopelli où, tu peux trouver justement des graines de variétés anciennes, pour pouvoir les cultiver chez toi, dans ton jardin, donc il y a la possibilité de cultiver pour soi et après pour, les maraîchers qui veulent, heu, potentiellement, voilà, mais le rendement est moindre. Quand tu es professionnel et que tu as besoin voilà, de faire vivre ton exploitation, c'est dur de faire ça sur de la variété ancienne parce que tu as moins de rendement.
et c'est plus cher. Mmh. Mais après, OK. on a la chance d'avoir aussi fruits sauvages. Ouais, Donc là, tu vois? Et ça pareil, c'est tout ce qui est sauvage, c'est ultra, ultra bon pour la santé, en fait. C'est ce qu'il y a de plus puissant, pour la santé. Mmh. ouais. Alors, quels sont les aliments les plus sous-estimés aujourd'hui en termes, de bienté santé? Bah, justement, c'est tout ce qui est aliments sauvages, les fruits rouges, les baies sauvages, tu as aussi des herbes sauvages. Nous, on a l'ail des ours qui pousse, il y a comment dire? Une herbe, alors j'adore parler de cette herbe parce qu'en plus moi j'en ai un petit peu dans mon jardin, mais en fait, elle est méconnue et elle est méprisée parce qu'on la prend pour une mauvaise herbe, parce qu'elle prolifère. En plus, on a la chance qu'elle prolifère au jardin, mais on pense que c'est une mauvaise herbe parce qu'elle prolifère facilement, et pourtant, comment dire? Les chefs cuisiniers gastronomiques, les grands chefs cuistots gastronomiques, eux, ils cherchent cette plante, parce qu'elle a un goût, elle a un petit goût de noisette et nous, elle nous intéresse parce qu'elle est très riche en oméga 3. Elle est riche en oméga 3. Il y a quelques plantes, il y a quelques plantes vertes comme ça qui sont riches en oméga 3, et c'est le pourpier, voilà. Et le pourpier, bah, on croit que c'est une mauvaise herbe, donc les gens peuvent en avoir dans leur jardin, ils pensent que c'est une mauvaise herbe et en fait, c'est riche en oméga 3. Voilà, c'est une très bonne et c'est un bon goût, c'est vraiment, un petit peu les feuilles sont un petit peu épaisses, c'est presque un peu croquant, c'est super bon. Mmh. Et à l'inverse, quels aliments sont souvent perçus comme sains, mais posent problème pour le microbiote? Hem, alors, il y a pas d'aliments, comme ça, vus comme sains qui poseraient problème pour le microbiote. Au contraire, un microbiote qu'on veut, enrichir, qu'on veut développer, ça va être on va le faire en diversifiant notre alimentation. En diversifiant notre alimentation, effectivement sur des produits sains, hein, j'avais dit bruts et puis du végétal, par exemple. Mais, du végétal, par exemple, les flocons d'avoine, sont très bons, pour le microbiote aussi, hein, mais, donc il y a pas vraiment d'aliments problématiques pour le microbiote. Par contre, il peut y avoir des aliments reconnus comme sains et même bénéfiques pour le microbiote, mais, qui vont être problématiques pour un microbiote qui serait déséquilibré. Voilà, un microbiote qui serait déséquilibré, ou un SIBO, bah, on est dans des situations où justement les aliments qui sont les plus sains pour le microbiote, dans ces cas-là, c'est la catastrophe. La personne digère pas, elle fait des ballonnements et cetera, donc là, bah, justement, c'est, ail, oignon, échalote, par exemple, ou les lentilles, alors que normalement ce sont des aliments qui sont sains et bénéfiques pour le microbiote. Bah, chez des personnes qui ont un microbiote déséquilibré, pour elles, c'est en termes de symptômes et de digestion, c'est catastrophique, en fait. Donc, mais en soi, il y a voilà, si un aliment est sain, il est bon pour le microbiote, mais après voilà, qu'est-ce qu'un aliment sain, en fait? Voilà. C'est toujours une question de quantité, Oui, hem, c'est toujours une question de quantité. Par exemple, bah, les protéines, c'est sain pour l'organisme dans le sens où il faut des protéines et que le corps a besoin de protéines pour fonctionner. Donc où est-ce qu'on trouve les protéines? Bah, dans les viandes, et cetera. Mais on sait qu'un excès de viande va être problématique d'un point de vue santé. mmh, Donc c'est nécessaire, c'est un aliment sain pour la santé, nécessaire pour la santé, mais en excès, c'est un aliment qui va être effectivement, mauvais pour le microbiote, qui va développer des familles de bactéries qui vont être inflammatoires pour le microbiote. Ouais, par exemple. Mmh. OK. Justement, tu parles de protéines. Quel rôle jouent les protéines, les graisses et les glucides dans l'équilibre hormonal? Bah, ça fait tout en fait, hein, puisque, ces, macronutriments, nous le corps va les utiliser pour produire ses propres, protéines, ses propres, tout ce qui fait que le corps fonctionne, il va aller les chercher dans ces macronutriments également.
Donc il y a pas que les vitamines, il y a pas que les minéraux et cetera et donc la base de la constitution de nos hormones, nos neurotransmetteurs, nos muscles, ça c'est les protéines, par exemple. C'est les lipides, hein et les glucides vont permettre justement d'avoir une bonne absorption de certains acides aminés, voilà, permettre de en fonction du type de glucides, justement de réguler, les hormones, l'insuline, par exemple. Donc ça a une importance capitale. Donc si je manque de protéines, je vais être carencée, je vais être déséquilibrée forcément d'un point de vue hormonal, d'un point de vue, endocrinien, au niveau de mes neurotransmetteurs, au niveau de mes hormones thyroïdiennes. Si je manque de lipides, si je mange sans lipides, sans gras, du tout, du tout, du tout, du tout, je vais manquer de cholestérol qui est le précurseur, justement des hormones, de toutes mes hormones thyroïdiennes, de cortisol et cetera. Donc il me faut impérativement, des lipides, donc des bons lipides, de préférence, donc c'est le choix que je vais faire de quel choix de protéines, quel choix de lipides et puis les glucides, c'est pareil. Le corps peut pas fonctionner sans glucides, mais là, c'est pareil, je peux en trouver dans certains il y a certains types de glucides, c'est comment je choisis ensuite ces macronutriments, ces aliments. Quelle est la différence entre, une huile alimentaire, une huile thérapeutique et une huile essentielle? Il y a plein de différences, mais l'huile alimentaire, c'est l'huile que tu utilises, que tu achètes, au magasin et que tu utilises, dans ton alimentation. Donc ça va être l'huile d'olive, et c'est des huiles, que tu vas mettre dans ton alimentation au quotidien. L'huile thérapeutique, entre guillemets, c'est vrai qu'on l'appelle pas comme ça, mais l'huile thérapeutique, c'est, donc en nutrithérapie, en médecine fonctionnelle, alors en nutrithérapie, je vais dire, on a appris qu'effectivement, les acides gras donc il y avait des acides gras essentiels, essentiels pour le fonctionnement de l'organisme et que ces acides gras avaient plusieurs rôles. C'était, des acides gras qui sont constitutifs de nos membranes cellulaires, donc on a besoin d'une bonne fluidité membranaire pour, un bon fonctionnement, cellulaire et des bons échanges, intercellulaires, extracellulaires et cetera. C'est aussi, les précurseurs de de nos molécules anti-inflammatoires, en fait, dans notre organisme ou pro-inflammatoires, hein, en fonction de quel type d'acide gras justement, est consommé et donc ensuite transformé en ce qu'on appelle les prostaglandines, par exemple, en molécules soit anti-inflammatoires, soit pro-inflammatoires, que l'on produit nous-mêmes, hein. Si on a de l'inflammation dans notre corps, on n'est pas obligé de prendre un anti-inflammatoire, et même, parfois on s'en aperçoit pas parce que notre corps produit lui-même ses propres anti-inflammatoires et donc on a de l'inflammation. Notre corps produit des substances anti-inflammatoires, ça bloque l'inflammation, on n'a même pas l'information qu'on a eu de l'inflammation. J'ai envie de dire, on est tous en inflammation. C'est juste que notre corps, il fait suffisamment bien son job pour qu'on ne sente pas qu'on est en inflammation. Mais, donc c'était quoi la question déjà? Ah oui, les huiles, d'accord. Oui. Donc, huile thérapeutique, nous, on a appris justement quelles huiles et se transformaient en huile anti-inflammatoire dans l'organisme, quelle huile se transformait en huile, voilà, en molécules pro-inflammatoires dans l'organisme et justement, quand on a identifié, par exemple en faisant des marqueurs biologiques, je vais faire la CRP, et je vois qu'il y a de l'inflammation dans mon organisme, je peux me dire: «Ah bah tiens, je vais, tenter, de diminuer cette inflammation avec ces huiles qui sont réputées pour être anti-inflammatoires. Mais à ce moment-là, ou ces acides gras, mais à ce moment-là, si je compte sur la quantité que je prends dans l'alimentation, c'est pas suffisant en fait pour avoir cet effet, vraiment «thérapeutique» entre guillemets et donc je vais passer par des compléments alimentaires qui vont contenir les mêmes acides gras potentiellement que ce que je mange moi au quotidien, mais par contre en dosage et en concentration beaucoup plus élevés. Pour pouvoir avoir un effet, qui va faire que, d'après les études cliniques, que je vais peut-être pouvoir baisser ma CRP ou je vais peut-être pouvoir baisser mon inflammation en prenant ces huiles, donc thérapeutiques, mais c'est des huiles qui contiennent des acides gras et qui vont être dosées, sur des «dosages thérapeutiques» entre guillemets, qui ne sont pas les mêmes que ce que en quantité, que ce qu'on mange, dans l'alimentation avec une huile alimentaire, au quotidien. Et l'huile essentielle,
Ça, c'est plutôt, l'utilisation des plantes, qu'on va, comment dire? Transformer en fait pour en retirer, une huile essentielle puissante et fortement concentrée en certaines molécules justement, qui ont des effets, thérapeutiques. Voilà. OK, yes, et quel conseil, tu donnerais aux gens pour avoir une bonne huile alimentaire? Alors, les huiles alimentaires, c'est vrai qu'il y a beaucoup de méconnaissances, sur le sujet. Donc on parle des oméga 3, donc on va aller chercher, des huiles, qui vont être potentiellement riches en oméga 3. Mais, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que oui, c'est intéressant même par l'alimentation d'utiliser des huiles, riches en oméga 3, mais les oméga 3 s'oxydent très facilement. Et donc comme elles s'oxydent très facilement, en général, il vaut mieux prendre des petits contenants, d'huile qui contiennent des oméga 3. Il faut impérativement que le contenant soit en et ça, les gens ne savent pas forcément et on en trouve encore alors dans les grandes surfaces surtout, dans des contenants en verre parce que, les contenants en plastique en fait, ben, le plastique va migrer en fait dans les acides gras. Donc on va s'intoxiquer et c'est des perturbateurs endocriniens. Tout ce qui est toxique, heu est séquestré dans les acides gras, en fait. Donc s'il y a du gras et des toxiques qui sont en contact, bah, là, potentiellement, si nous, on consomme le gras qui était en contact avec des toxiques, on va absorber les toxiques, en fait. Donc il faut impérativement une bouteille en verre et pour le côté justement, facilement, comment dire? Oxydable, hein, des oméga 3 par exemple, bah, il faut impérativement que la bouteille soit, comment on dit ça? Opaque. Faut pas que ça soit transparent. Faut pas que ça laisse, passer les rayons La en fait, lumière. de lumière. Donc il y a cette oui pour les oméga 3, mais attention, si justement on les consomme pas ou si on laisse par mégarde le flacon ouvert en fait, hein, qu'on l'a pas mis au frigo, ça peut être aussi néfaste que ça peut être bénéfique en fait, hein. Des oméga 3 oxydés, c'est catastrophique, c'est hyper dangereux, hein. C'est ultra toxique en fait, hein. Donc il y a ça et puis, il y a plein d'huiles effectivement, il y a plein d'huiles qu'on utilise au quotidien et qui ont un comment dire? Un intérêt nutritionnel, heu heu, enfin nul quoi, vraiment, mauvais. Mmh. Mmh, mmh, mmh. OK, j'ai encore 2 questions et puis on va arriver à un terme à notre interview. Alors, moi de base, je mets vraiment en garde les gens sur, l'utilisation en automédication des huiles essentielles. Parce qu'effectivement, il y a quelques contre-indications déjà, hein, les bébés, les femmes enceintes et cetera. Et puis ensuite en fonction de l'huile essentielle qu'on va utiliser, et bien on peut avoir une hépatotoxicité, si, on ne sait pas qu'on a une gastrite et bien on va activer en fait, notre gastrique, on va irriter nos muqueuses. Et donc l'utilisation des huiles essentielles par voie orale est vraiment réservée à des personnes, vraiment, expertes sur le sujet ou qui sont supervisées par un expert. Donc moi je déconseille à tous mes consultants alors je ne conseille pas d'huile essentielle enfin très rarement, hein, dans certains cas très spécifiques. Je sais que moi aussi je suis passée par là, hein. Je sais que c'est presque miraculeux l'utilisation des huiles essentielles, on adore ça tous, hein, tout le monde, hein. Je suis passée par là, j'en ai abusé aussi. Ensuite, j'ai été formée, mais il faut vraiment faire attention parce qu'on a tendance à les prendre, très facilement pour, un petit bobo, et donc on pourrait potentiellement, certaines personnes pourraient en prendre quasiment au quotidien, ce qui est quand même déconseillé, en interne, hein, je veux dire, hein. On peut les utiliser en diffusion, en application cutanée, hem, mais attention à l'utilisation par voie orale sur les huiles essentielles. Et par contre, c'est parce que c'est très puissant, justement. C'est très, très puissant et donc c'est
un nombre de jours limité et puis surtout si on ne sait pas dans quel état est son foie, dans quel état sont nos muqueuses, gastriques, il y a plein de gens qui se sont cramés comme ça, même parce que des praticiens leur ont conseillé, des huiles essentielles, en fait, sans savoir a priori dans quel état était leur muqueuse, en fait. Donc très puissant. Voilà, j'ai toujours aimé les huiles essentielles, mais attention, il y a des experts, des spécialistes, en aromas, qui voilà, qui accompagnent les gens et qui prennent en compte ces comment dire? Ces contre-indications ou ces précautions à prendre. Yes. Et donc, on va encore ma dernière question. Donc, Oui. hem, quelle huile essentielle toute personne devrait avoir dans son placard? Huile essentielle? Oui, oui, lesquelles? Eh ben, écoute, le Ravinsara parce que, voilà, pour, voilà, s'il y a, un petit virus qui traîne, une petite fatigue, voilà, le Ravinsara, vraiment très bien. Le tea tree, c'est, l'antibiotique naturel par excellence. Donc, là, voilà, pareil, une infection, même en cutanée, hein, enfin en cutanée, donc, le tea tree, l'amande poivrée parce que, voilà, sur le digestif, sur les maux de tête, C'est le heu, classique? le classique, voilà, donc, ouais, c'est des voilà, il y a quelques classiques comme ça. Il y a quelques classiques, effectivement qui, et après, il y a des spécifiques où voilà, là, on va faire un petit peu plus attention, mais, ouais, ça, c'est vraiment, des classiques, classiques de base, quoi. Et par Yes. contre, je voulais te dire, effectivement sur les huiles alimentaires, il y a en effet des huiles que les gens pensent qu'elles sont bonnes, enfin, pas forcément qu'elles sont bonnes, mais que c'est tellement rentré dans le et moi aussi dans mon enfance, c'est des huiles que je voyais tout le temps chez moi, hein, et qui pourtant sont, comme je l'ai expliqué, il y a des acides gras qui vont faire des molécules pro-inflammatoires et des acides gras qui vont faire des molécules anti-inflammatoires. Bah, typiquement, il y a des huiles qu'on retrouve chez tout le monde, dans toutes les familles, qui sont, heu, inflammatoires dans le sens c'est une question d'équilibre. Si dans mon alimentation, j'apporte plus régulièrement au quotidien ces huiles-là, par rapport à des huiles, voilà, riches en oméga 3 par exemple, ou, des oméga 3 dans mon alimentation, hein, dans les petits poissons gras, hein, par exemple, eh bien, ma balance oméga 6, oméga 3 va pencher plus sur les oméga 6 qui vont il y a plusieurs oméga 6, mais les oméga 6 dont je parle, ça va être des oméga 6 inflammatoires, pro-inflammatoires et donc là, je vais avoir un profil plutôt pro-inflammatoire et par rapport à ces je te disais la composition de mes membranes cellulaires là, ces oméga 6, s'ils sont en majorité comparés aux oméga 3, ils vont rigidifier en fait cette membrane cellulaire. Donc là, il y aura plus de circulation, voilà, ça va impacter ma cellule et donc ces huiles qu'on trouve chez tout le monde et qui sont bourrées d'oméga 6 et qui déséquilibrent notre, rapport oméga 3, oméga 6 et ben, ce sont l'huile d'arachide, l'huile de tournesol et l'huile de colza. Parce que alors même moi, hein, au tout début de ma pratique, je recommandais l'huile de colza à tout le monde. Je disais: «Ah bah, voilà, il y a des oméga 3 dans l'huile de colza» et en fait, ça fait des années que je ne recommande plus l'huile de colza. Parce que je préfère recommander l'huile d'olive. Il y a pas d'oméga 3 dedans, mais au moins, voilà, on a des oméga 9. Parce qu'en fait, finalement, l'équilibre des oméga 6 et des oméga 3 dans le colza, ça va pas du tout. Même s'il y a quand même un petit peu d'oméga 3, c'est pas bon. Voilà. Donc et l'huile de pépin de raisin aussi qui est pas voilà, qui est pas top en termes d'équilibre, des acides gras. Mais on en a moins chez nous. Voilà. Yes, donc n'hésitez pas à vous procurer son livre et si c'était une candidose, vous pouvez le trouver donc, sur Amazon, en librairie chez votre libraire du coin Préférée. et Voilà. même aussi, à la Fnac et après vous pouvez le trouver aussi chez l'éditeur directement. En tout cas Nadia, je te remercie beaucoup de cette interview. J'espère. Oui. OK, donc n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne soirée. Merci Bonne Nadia. soirée, merci, à bientôt. Tu restes avec moi?